Quel avenir pour un marché qui a perdu 90% de ses volumes? Nous sommes sur la plateforme ProRealTime vous pouvez la tester avec les flux de données en temps réel. Pour illustrer le propos, j'ai choisi d'afficher l'ETF METV Metaverse listé au NYSE, introduit en 2021. L'ETF a valu jusqu'à 17 dollars pour dégringoler en fin d'année 2022 vers les 6,87 $. On cote actuellement 12,27 $ et c'est un ETF qui traque les actions entreprises relatives au métaverse. Pourtant, on ne va pas parler de métaverse spécifiquement aujourd'hui, mais de NFT. Ce marché qui avait fait grand bruit il y a 2 ans maintenant, qui suscitait beaucoup d'intérêt, notamment des grandes marques, qui étaient plein de promesses et d'innovations, s'est révélé décevant pour perdre 90% de ses volumes. Pourtant, certains y restent. On va voir comment ce marché a évolué, où il en est, est-ce qu'il a encore un avenir. Pour ça, 2 experts, David et Fabien Gronassia, qui ont fait le choix de quitter des carrières bien établies en finance traditionnelle, notamment en audit et en institutions financières publiques, pour se jeter corps et âme dans cette jungle, un univers à la fois risqué, volatile, mais innovant et technique. On va les écouter. Ok, très bien, merci Fabien. Alors du coup, nous on est rentré dans le monde des NFT il y a environ un peu plus de 2 ans et demi maintenant, j'imagine. Quasiment 3 ans. Donc, comment? Quasiment 3 ans. Quasiment 3 ans, voilà, presque 3 ans. On est rentré dans les NFT honnêtement par opportunisme parce c'était un marché qui était en plein boom avec des sommes qui étaient délirantes et petit à petit on a bâti une expertise là-dessus, donc qu'on partage évidemment sur YouTube au quotidien. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait on est rentré dans le monde des NFT et qu'on n'a pas quitté depuis. Je vais sur les parcours, nos parcours. Alors pour nos parcours, Fabien à la base a travaillé il était ingénieur en informatique, diplômé de Dauphine, il a travaillé chez PwC, puis dans une grande institution financière publique. Et moi, initialement, j'étais banquier d'affaires. J'ai fait une école de commerce, une classe prépa, et petit à petit, on s'est dirigé vers le business en ligne en travaillant tous les deux. Puis, on a pris le tournant des NFT avant le bull run de 2021, et c'est comme ça qu'on est rentré dedans. Dans votre approche du marché des NFT, il y a un côté très brut, c'est-à-dire quand vous exprimez, vous donnez de l'information directe et essentielle, assumée, ce qui est assez remarquable et qui dénote un peu, parce que, en tout cas au départ sur le marché des NFT, on était là pour l'art, on était là pour le projet, pour le concept. Vous êtes quand même plus du côté technique, business, mais dans d'un autre côté. En fait, vous avez cette chaîne où vous expliquez beaucoup de choses. Vous avez également un groupe privé Discord où vous expliquez beaucoup de choses. Donc, un certain scepticisme et on va dire un a priori brut et sans artifice de la manière dont vous abordez le marché. Mais tout de même, vous êtes accroché à ce marché. Donc, il y a des choses à y faire, il y a des choses intéressantes. Mais votre point de vue, comment vous le qualifierez par rapport à ce marché des NFT? Bah, disons qu'on a un point de vue qui est objectivement assumé vers le profit en fait. En fait, le monde des NFT, c'est un monde dans lequel il y a énormément d'argent, dans le monde dans lequel il y a énormément d'opportunités. Globalement, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens y vont par rapport à ça, mais il y a quand même un certain tabou en France vis-à-vis du profit dans le monde des NFT. Nous, on l'assume, on estime que voilà, c'est légitime de vouloir faire du profit avec les NFT. C'est l'angle qu'on a choisi d'adopter. Ça aurait pas été avec les NFT, on l'aurait fait avec autre chose. Et ça correspond un peu à nos compétences puisque les NFT c'est un peu finalement le croisement de nos compétences à la fois financières pour moi et informatique et technique pour Fabien. Donc ça correspondait exactement à ce qu'on voulait faire. On présente ça de manière très brute en effet parce que on estime que c'est ce que la plupart des gens veulent voir. Et on a souvent des retours d'ailleurs de gens qui nous disent qu'ils apprécient avoir une certaine franchise et pas se cacher derrière on est là pour l'art, on est là pour la technique. Alors évidemment, il y a des gens qui sont là pour l'art et la technique, mais je pense que ça reste une minorité et que beaucoup se voilent la face, donc on a choisi cette franchise extrême qui nous caractérise. Alors, je voudrais, juste pour bien qualifier et comprendre votre démarche, préciser que vous avez travaillé pour des grandes institutions ou des entreprises de premier plan côté finance traditionnelle, que ce soit finance de marché ou finance d'entreprise et audit, comptabilité, etc. Et vous avez fait le choix de vous tourner vers un secteur complètement innovant avec un, un attrait limité, on va dire, pour le côté artistique, mais plus tourné vers le côté technique et business de ce nouveau marché. Pourquoi? C'est si intéressant que ça, c'est plus intéressant que ce que vous pouviez trouver dans la finance traditionnelle et dans vos carrières, a priori quand même hyper intéressantes. Alors, Ah, je pense. je vais répondre, pour le coup, c'est un peu différent.
Il y a les NFT, c'est complètement nouveau. Donc on est sur un secteur qui est complètement nouveau où il y a tout à explorer, il y a tout à faire, il y a tout à créer. Déjà, le fait qu'il y ait tout à créer et tout à explorer, c'est déjà extrêmement intéressant. Enfin, c'est hyper intéressant d'un point de vue, même d'un point de vue intellectuel. Si j'enlève le côté argent, d'un point de vue intellectuel, c'est hyper intéressant. Il y a des innovations en permanence, ça va très vite, ça bouge tout le temps. On n'est pas par rapport à une entreprise ou par rapport à un secteur public où c'est très figé et où ça avance très peu. Au final, les projets sont toujours les mêmes. Donc déjà, rien que intellectuellement parlant, ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus vite, tout est très rapide. On l'a dit un peu dans le milieu de la crypto. Le milieu de la crypto va 3 fois plus vite que le milieu du monde traditionnel. La Et le finance milieu des traditionnelle. NFT va 3 fois plus vite que le monde de la crypto. C'est vraiment, on le voit, et même encore aujourd'hui, c'est toujours le cas. C'est que ça va très très vite. Moi, j'aime beaucoup que ça avance à une vitesse folle. Et donc, bah, déjà, intellectuellement, c'est intéressant. Et en plus de ça, vu que c'est intéressant et que intellectuellement, c'est intéressant, on a des opportunités aussi financières qui sont beaucoup plus intéressantes. Tout va très très vite. Donc, il y a des, il y a des grosses sommes d'argent qui peuvent se faire sur des durées très très courtes, beaucoup plus courtes qu'en crypto, parce que justement les innovations vont vite. Donc ça va monter très vite, ça va redescendre très très vite. Mais justement, la volatilité étant beaucoup plus importante, bah, c'est ce qui fait que c'est intéressant. En fait, c'est un marché qui est pas du tout mature. Ça veut dire que c'est l'équivalent des actions dans les années 80 ou de l'immobilier au début des années 70. Enfin, tous ces marchés-là où au final on pouvait gagner des sommes délirantes parce que c'était le début. Après, ça s'est structuré, tout le monde est arrivé dessus et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de faire beaucoup d'argent dans les actions, les obligations, l'immobilier ou autre. Donc c'est cet aspect-là. Et puis objectivement, je pense que je peux parler pour nous deux, on s'ennuie un peu dans nos carrières respectives. Nous, ce qui nous excite, c'est de pas avoir de limite. Quand tu travailles dans une entreprise, tu as forcément un plafond, tu sais que tu vas plus ou moins gagner tant à telle échéance, que tu devras attendre tant d'années pour atteindre tel poste. On est globalement très impatient, très cupide, et on n'avait aucune envie de passer notre vie à faire ça. Donc c'est beaucoup plus excitant. Bien sûr, c'est beaucoup plus risqué, mais c'est beaucoup plus excitant de se lancer seul, de voir ce qui pourrait fonctionner. Et même avant d'être dans les NFT, on avait commencé à travailler ensemble sur d'autres domaines. Donc c'est une question de caractère, je pense. Après, ça dépend des gens, mais nous, ça nous correspondait plus. Ok. Et pour terminer sur vous et votre démarche, vous avez donc une chaîne YouTube et un groupe privé sur Discord. Quelle est votre relation avec votre communauté que vous avez bâtie au fil du temps? Est-ce que c'est des gens qui vous ressemblent dans l'approche du marché des NFT? Est-ce que c'est une audience diverse avec des gens qui sont là pour le côté artistique? Parce que dans tout marché, tu parlais voilà, de marché qui au fil du temps se structure, etc. Il faut quand même une base solide. Quand on parle du marché des actions, bah, d'ailleurs c'est les entreprises. Quand on parle du marché de l'immobilier, in fine, les gens vivent dans les maisons, habitent les maisons, travaillent dans des bureaux, voilà, l'immobilier. Quand on parle du marché des NFT, pour que ce soit un marché sain et un marché périn, il faut qu'il y ait une finalité utile au grand public. Est-ce que est-ce que vous y croyez ou voilà, quel est votre avis là-dessus? Alors, c'est très différent. En fait, même le modèle de finalité est assez différent et c'est un peu perturbant. Même moi, j'ai mis du temps entre il y a 3 ans, quand j'ai démarré, et aujourd'hui, je vois que la vision est différente au final. Je me rends compte que c'est très différent. Les gens n'achètent pas une image, n'achètent pas de l'art, n'achètent pas ce genre de choses. Ils achètent de l'innovation, ils achètent du nouveau, ils achètent Du statut. du jamais vu ou du statut. Soit du statut, si c'est des CryptoPunks, ce genre de choses, soit ils achètent du jamais vu, de l'innovation. Je prends un cas concret, très concret. L'année dernière, donc, au Complein Bear Market, il y a eu un artiste, un vrai artiste, qui s'appelle Jack Butcher, qui a lancé ce qui s'appelait Checks, donc qui était juste des checks comme les checks Twitter, donc le Checks. Le tic en anglais. Voilà, le tic. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré que son art, voilà, c'était un tableau de 64 checks. Et au final, le but du jeu, c'était vous en achetez deux, vous en brûlez un, vous avez un nouveau tableau avec 32 checks. Donc au lieu d'en avoir 64, vous en avez 32. Vous en brûlez deux de 32, vous en avez un de 16, et ainsi de suite. Fondamentalement, il y a ce qui est un sous-jacent derrière, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien de spécial. Par contre, le modèle d'innovation de burn des NFT, d'en avoir des nouveaux, de créer de la valeur, de est-ce que il vaut mieux en brûler plus et donc du coup avoir le plus rare ou est-ce qu'il faut mieux se mettre à l'étape intermédiaire? Enfin, à quel endroit se positionner? Donc c'est un peu la théorie du jeu. C'est ça qui intéresse les gens, c'est ça qui excite les gens et c'est ça qui fait que ben, là, ok, il y a un intérêt, il y a un attrait. C'est de l'art parce que on va faire quelque chose de nouveau. C'est de l'art parce que c'est innovant, on comprend pas trop, on découvre de nouvelles choses. Et au final, le sous-jacent, c'est ça. C'est cette innovation. J'ai une innovation, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai quelque chose qui m'intrigue un peu. Ben, c'est ça que j'ai envie d'acheter. Et même les Bored Ape, donc les singes qui étaient vraiment le truc de base, au final, c'est pareil, c'est une innovation. Genre, j'achète une image
qui m'intègre à un club et qui me permet d'avoir un statut, bah, au final, c'est ça que j'achète. C'est une innovation qui a un statut, je sais pas trop ce que c'est nouveau, ça a l'air intéressant, c'est intriguant, donc c'est ça que j'achète. En fait, c'est un signal, c'est de dire, je fais partie de ce club, je fais partie de cet univers-là. C'est comme d'acheter une Rolex. Alors évidemment, les gens achètent une Rolex parce qu'ils aiment bien l'horlogerie, mais dans la plupart des cas, une Rolex, c'est un symbole, c'est un signal. C'est le signal que j'ai réussi, c'est le signal que financièrement, je m'en suis bien sorti. En fait, tous les achats sont pas forcément liés au sous-jacent, mais ils sont liés au signal que tu veux envoyer à la société. Et les NFT, ils en font pas, enfin, c'est pas une exception à la règle. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, les gens passent de plus en plus de temps sur Internet, sur Twitter, sur Discord. Donc le flex, donc le fait de vouloir se montrer virtuellement prend de plus en plus d'ampleur par rapport au fait de vouloir se montrer dans la vraie vie. Un bored ape que tu mets en avant sur Twitter sera beaucoup plus valorisé aujourd'hui pour beaucoup de personnes parce qu'ils passent leur vie sur Twitter, tandis qu'ils vont moins dans la rue à afficher leur Rolex ou conduire la Ferrari. Donc c'est un peu le même phénomène au final. Tous les achats ne sont pas rationnels, loin de là. Il y a toujours une part d'émotion et une part de validation sociale et sociétale. Ok. Au moment du buzz des NFT, il y avait beaucoup de marques, et notamment de marques de luxe et de grandes marques, qui s'intéressaient et qui lançaient des projets NFT. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ces projets ont perduré? Et est-ce qu'il y a encore de la demande des grandes marques autour de ces concepts? Il y a très peu de marques qui ont perduré aujourd'hui, il y a très peu de marques qui ont réellement marché, et il y a très peu de marques qui sont sorties du lot. Même aujourd'hui, Louis Vuitton s'en sort un petit peu, mais ça reste assez faible. Quasiment aucune. Aujourd'hui, quasiment aucune. Même les marques qui étaient les plus installées à l'époque, c'est-à-dire Nike avec Clone-X, quasiment inexistantes aujourd'hui. Donc non, les grandes marques ont échoué, entre guillemets, enfin, pour être transparent, elles ont échoué dans leur stratégie d'amener le grand public sur les NFT. Et pourquoi, à votre avis? Alors, justement, parce que les NFT ne sont pas faits pour le grand public. C'est la grande différence entre mon discours d'il y a 2 ans et aujourd'hui. Les NFT, en tout cas aujourd'hui, et pendant, je pense, un petit moment, ne sont pas faits pour le grand public. Ça reste un marché de niche, ça reste avec des gens qui cherchent de l'innovation, ça reste des personnes qui veulent des choses différentes, qui veulent acheter quelque chose qu'ils connaissent pas, des choses qui n'ont pas l'habitude. Et en général, le grand public est plus habitué aime acheter ce qu'il connaît. En l'occurrence, là, c'est pas le cas. Et ce sera jamais ce qu'il connaît, c'est toujours différent. Donc, une grande marque qui va rajouter de l'innovation sur un client qui a l'habitude d'acheter, il a ses habitudes, justement. Lui couper ses habitudes, lui changer ses habitudes, c'est pas forcément ce qu'il veut. Ça marche chez les jeunes, parce que les jeunes ont moins cette habitude, ont moins cet ancrage. Mais au final, le luxe, c'est pas chez les jeunes. Ça va être des gens qui ont un ancrage, qui sont habitués, qui ont leur petite routine. Changer les routines, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est plus une fois que les NFT seront beaucoup plus installés, ça viendra à eux naturellement. Mais imposer les NFT comme ce qui a été voulu, ça marche pas. Ok. Alors, les volumes, quels sont-ils aujourd'hui? Au moment de la folie, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, non, plutôt 2 ans, même 2 ans et demi, je pense, vraiment le buzz et l'euphorie et cette émergence. Alors moi, j'ai vraiment OpenSea en tête comme exchange. Voilà. Quels sont les volumes comparativement à ce qu'ils étaient au pic et ce qu'ils sont aujourd'hui? Et quels sont les acteurs, les exchanges, les principaux exchanges sur lesquels ça se passe? Alors, les volumes, ils ont chuté drastiquement, très très net. Je pense qu'on doit être dans les moins 90%. C'est pas mal remonté dernièrement, mais enfin bon, ça reste vraiment très très net, hein. La différence est énorme. Et là où il y a une vraie différence entre aujourd'hui et à cette époque-là, à cette époque-là, OpenSea dominait mais largement le marché. Et OpenSea représentait Ether, donc la blockchain Ethereum, la numéro 2 sur le marché. Et c'était elle qui était largement dominante quand on faisait tous les NFT. Il y avait Solana un tout petit peu, mais c'était principalement Ether. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragmenté. On a déjà principalement Bitcoin qui a pris le relais. On n'est plus sur Ether, mais on est beaucoup sur Bitcoin, ce qui est une très très grande différence par rapport à cette époque-là. Et on a même beaucoup plus de blockchain. Bon, principalement, on reste un tout petit peu sur Ether, mais c'est principalement Bitcoin et d'autres blockchains, Solana, Dogecoin, qui vont se mettre à faire des NFT aussi. Donc c'est beaucoup plus fragmenté comme marché. OpenSea reste largement dominant, mais on a Magic Eden qui va gérer tout ce qui est Bitcoin, Solana, Ether bientôt aussi, qui prend une place de plus en plus importante et qui peut potentiellement détrôner OpenSea. Très bien.
Eh bien, du coup, comment vous reviendriez, vous, de l'intérieur, sur ce qu'il s'est passé depuis 18 mois, depuis notre dernier entretien? Euh, Quels sont les faits marquants, les évolutions? Vous dites que ça va très vite, mais concrètement, euh, voilà, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et quelles vont être les prochaines innovations? Comment en profiter éventuellement? Alors, ce qui s'est passé, quand on s'est parlé la dernière fois, on n'était pas au pic, mais on était quasiment au pic des NFT. Ça montait, montait, montait. Forcément, à un moment donné, ça allait s'écrouler, ce qui n'est pas grave, puisque de toute façon, le but, comme on le disait à l'époque, c'était d'acheter et revendre très vite. Donc, même si ça s'écroule, tant qu'on n'a pas les NFT sur nous, pas de souci. Donc, le but, c'était ça. Au final, ça s'est effectivement écroulé. Et à partir de là, il y a eu une remise en question. OK, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va pouvoir être fait? Bon, OK, faire des images, c'est sympa, mais il y a eu de plus en plus de gens qui ont profité de ça pour lancer de plus en plus de collections qui étaient plus ou moins légitimes. Et bon, forcément, à un moment donné, ça tient plus. Donc, il n'y a plus assez d'acheteurs par rapport à la création de NFT et c'est normal qu'on en revienne à ça. Il s'est passé une période un peu de creux où il n'y a pas vraiment, on n'a pas vraiment su qu'est-ce qu'il allait faire, comment ça allait continuer. Et au final, il y a eu une grosse innovation il y a un an et demi de ça avec la création de NFT sur Bitcoin qui a été pour le coup un gros tournant. Donc, c'est pas réellement des NFT au sens pur, mais bon, dans l'idée, on va dire que c'est des NFT. Et ce qui a plus ou moins relancé l'attrait. Donc, toutes les collections qui étaient sur Ether ont commencé à partir sur Bitcoin. Encore une fois, il y a quelqu'un qui a réussi à créer une nouvelle innovation forte. Et donc, du coup, on va s'appuyer sur cette innovation et les NFT vont s'appuyer sur cette innovation pour créer à nouveau de l'innovation. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, du coup, on a eu beaucoup d'innovations qui a été faite sur Bitcoin. Sur d'autres blockchains, ça s'est déversé. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les inscriptions. Donc, un NFT sur Bitcoin ou sur d'autres blockchains, ce n'est plus un NFT quand c'est pas une blockchain qui a un smart contract. Ce n'est plus un NFT, c'est une inscription. Le terme est un peu différent. Et donc, on se retrouve avec beaucoup plus d'innovation et la recherche de l'innovation. Et aujourd'hui encore, c'est toujours ça, on va chercher de plus en plus d'innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Comment on peut changer le milieu? Mais pas changer le milieu pour le grand public, mais changer le milieu sur qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation sur les blockchains. Donc on s'est rapproché beaucoup plus, on s'est éloigné du côté marketing du NFT pour se rapprocher du côté technique des NFT. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Si vous voulez réussir un projet, aussi un projet qui marche, c'est principalement par son côté technique plus que par son côté marketing. Voilà, donc aujourd'hui, on arrive sur une période où il y a de plus en plus de techniques. Là, ça repart bien parce qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de techniques qui sont faites. Bitcoin a beaucoup changé, les NFT sur Bitcoin ont beaucoup changé. Et si on part sur l'avenir, on a une grosse, grosse innovation qui arrive en avril, donc au moment du halving du Bitcoin, qui s'appelle Rune, qui est encore un nouveau modèle d'inscription et qui est plus du côté token, enfin, donc c'est-à-dire pas NFT pur, mais token, donc crypto-monnaie. Sur lequel on sait qu'il va y avoir énormément de monde qui va arriver, sur lequel on sait qu'il va y avoir beaucoup de volume. Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est toujours pareil, on ne sait jamais, et on ne sait jamais à l'avance. C'est un peu ce qui est excitant là-dedans. Donc à partir de là, il suffit simplement d'être prêt. Il faut préparer à l'avance ses scripts, il faut préparer à l'avance son code, il faut bien s'intéresser, il faut suivre le marché. Mais c'est très souvent, on ne sait pas ce qui se passe avant que ça arrive en fait, ou un jour ou deux avant. Il y a 2 jours de ça, il y a eu une nouvelle, enfin il y a 2 jours, il y a une semaine de ça, 10 jours, il y a une nouvelle innovation qui s'appelle ERC 404, donc à nouveau sur Ether, ce qui n'était plus le cas, où on fait un mélange entre des NFT et des tokens, donc de la crypto-monnaie, pour permettre du coup à ces NFT d'être liquides. Parce que un peu la grosse problématique des NFT, c'est que pour pouvoir vendre votre NFT, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui vous l'achète. S'il n'y a plus d'intérêt sur le NFT, au final, vous vous retrouvez avec un NFT, personne ne vous achète. Contrairement à de la crypto, vous avez toujours un order book sur lequel vous pouvez revendre. Là, on a une nouvelle innovation qui est un mélange entre un NFT et une crypto-monnaie. Donc, innovation, donc c'est intéressant, donc tout le monde arrive, donc là, tout le monde se jette sur une nouvelle innovation. Il va y avoir une petite période pendant laquelle tout le monde va faire ce nouveau concept, nouveau protocole, où tout le monde va se jeter sur cette innovation jusqu'à ce que ce soit épuisé, et jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle. C'est une innovation arrive, tout le monde se jette dessus, ok, on l'a épuisé, quelqu'un arrive à trouver une nouvelle, hop, tout le monde se jette dessus, on l'épuise, et ainsi de suite. C'est des cycles comme ça, en fait. Et des cycles techniques. David, tu voulais réagir? Non, non, c'était important. Alors, dans ce que vous décrivez, notamment le fait que vous n'avez pas été
outre mesure impacté par cet effondrement des volumes relatifs aux NFT. Ça me fait penser à un modèle de broker. Vous dites, nous finalement, on rentrait, on sortait très vite. Et donc du coup, bien, si le prix après du marché dans son ensemble a baissé, ça ne nous a pas posé de problème. Dans le marché des NFT, un des autres éléments, c'est qu'on a un peu du mal à situer par rapport à la finance traditionnelle quel rôle jouent voilà, les différents acteurs. Vous, comment vous vous qualifieriez dans le monde des NFT? Quel est votre rôle concrètement? Comment vous le Non, définiriez? moi je ne qualifierais pas de broker. Un broker, c'est un courtier qui met en relation un acheteur et un vendeur, ce qui n'est pas notre cas. Plutôt dans une relation d'arbitrage au final, parce qu'en fait on cherche les opérations dans lesquelles on peut faire du profit sans prendre de risque, ou avec le moins de risque possible. Et donc au final, ça s'apparente beaucoup plus à de l'arbitrage via des outils techniques qu'on développe. Donc plutôt une position d'arbitragiste. Je sais pas si ce mot existe, mais je pense que oui. Oui, tout à fait. Du coup, dans vos activités, cette baisse drastique du volume a-t-elle quand même joué en votre défaveur ou pas plus que ça? Il y a moins de volume, donc forcément, il y a moins d'opportunités, et c'est un peu plus lent. Mais tant qu'il y a des grosses opportunités dans le lot, il y a moyen de s'en sortir quand même. C'est juste que forcément, c'est toujours mieux quand il y a plus de volume, c'est toujours mieux parce qu'il y a forcément il y a plus de choses à faire. Mais s'il y a moins de volume, ben, on se concentre sur les choses un peu plus importantes, ou alors on va passer un peu plus de temps à développer des nouveaux outils pour ce qui va sortir, pour être prêt au moment où ça sort. Et au final, passer plus de temps à développer des outils pour que quand ça sort, on est prêt, c'est plus efficace que d'essayer d'aller partout, comme ce qui se passe pendant un bull market. C'est ça. En fait, faut voir le bear market et la période de baisse des volumes comme une période pendant laquelle tu peux passer plus de temps à développer des outils pour pouvoir profiter du prochain bull market. Donc c'est un peu la dynamique qu'on cherche à avoir. On développe des outils en bear market, on les met à profit en bull market, puis on redéveloppe des outils en bear market, on les met à profit. Et à chaque fois, tu accumules de l'expérience, des compétences qui te sont de plus en plus utiles. Donc c'est un peu le cercle vertueux qu'on cherche à poursuivre. Très bien. Au moment du précédent bull run, en fait, c'était l'émergence des NFT, c'était quelque chose de très nouveau et de potentiellement novateur et avec une portée grand public, avec les grandes marques qui s'y intéressaient. Est-ce que bah, le fait aujourd'hui qu'on se dirige, d'après ce que vous décrivez, vers un marché plus technique, donc finalement plus de niche, ça risque pas de poser problème? Du coup, est-ce que ça va être sa manière de vivre à ce marché, tourner plutôt vers un écosystème restreint, ou on peut s'attendre à un nouveau déploiement plus large? J'ai envie de dire, pour qu'un marché soit effervescent, il faut qu'on rêve, il faut qu'on se dise qu'il y a du potentiel. En gros, est-ce que le marché ne risque pas de mourir d'après vous? Je pense qu'on arrivera sur un marché grand public à partir du moment où les innovations, ou les protocoles, ou les choses mises en place seront suffisamment faciles pour que le grand public puisse y aller. Alors, sur l'ancien bull market, c'était quand même relativement difficile d'acheter des NFT. Il faut quand même avoir son portefeuille, envoyer de l'argent dessus. On n'est pas sur un exchange centralisé. Les risques de scam sont énormes. Donc, c'était très difficile et c'était déjà même étonnant que autant de monde extérieur de la crypto, enfin de ce milieu-là, soit arrivé sur ce marché-là. C'était même déjà une anomalie. Tant qu'il n'y a pas des constructions assez faciles où au final on met son mail, on a un compte, à partir de là on met de l'argent dessus et on achète, tant que c'est pas facile comme ça, je vois mal le grand public y arriver. Donc en fait cette partie innovation technique sur laquelle aujourd'hui on achète de l'innovation parce que ça spécule là-dessus, elle est utile à plus long terme pour pouvoir ramener du monde, le grand public. Mais c'est le grand public va venir quand ce sera facile, quand ce sera assez habituel, quand on sera sur des outils qu'on a l'habitude de voir. Donc on met son mail, on s'inscrit, on rajoute de l'argent, on paye avec sa carte bleue. Au final, quand les NFT seront cachés, les gens reviendront sûrement. Le grand public reviendra sûrement. Je voudrais juste dire un retour d'expérience personnelle par rapport à cette période. Je n'en ai pas acheté énormément d'NFT, mais j'en ai acheté quelques-uns via OpenSea. Et sinon aussi via une solution plus centralisée et plus mainstream, qui était quand même très bien faite. C'était la collection de NFT de la NBA Top Shot. Shot. Et c'est dans cela que j'avais mis le plus d'argent. J'avais pas mis des gros montants, mais j'avais mis 1000 $. J'avais acheté différents NFT de joueurs que j'aime bien. Et je me disais, voilà, c'est intéressant, il y a une grosse marque, une grosse licence derrière. Et en fait, ce que je reproche un peu, alors pour le coup, c'était très simple, hein, c'était un peu dans la dynamique de ce que tu disais, puisque c'était connecté avec Dapper
Et franchement, c'était assez simple, quoi. Tu pouvais déposer en carte bleue. In fine, tu avais des NFT, mais tu n'avais pas à te soucier de tout le côté technique. Ensuite, tout était centralisé et affiché sur le site d'NBA Top Shot. Et au final, ça n'a pas forcément bien pris. En tout cas, les valeurs ont aussi largement diminué. Pourtant, je trouve que le concept était bon, mais je dirais, si je devais leur faire un reproche, c'est de ne pas avoir donné assez de suite à ce qui a été créé. Alors que quand tu es sur une licence aussi forte, bah, pourquoi ne pas offrir des places pour des matchs aux gens qui en ont acheté? En fait, en gros, faire un lien entre le côté uniquement online et l'appartenance virtuelle, voilà, la propriété virtuelle plutôt, et bah, des avantages dans le monde réel. Moi, je suis étonné de ne pas plus avoir vu ça. Alors, tu parlais de Louis Vuitton ou des grandes marques. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses dans ce sens-là qui ont été faites, c'est-à-dire la détention de NFT donne accès à des choses dans le monde réel ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une possibilité d'évolution ou pas? En fait, ça a été fait. Ça a même beaucoup été fait. Sauf que le problème de fond, c'est que malgré le fait qu'on entende que les NFT, c'est génial et tout ça, la plupart des gens font ça pour la spéculation. Et donc, donner des avantages physiques, ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui sont là pour la spéculation, qui vont récupérer ces avantages physiques, qui se disent, OK, mais qu'est-ce que j'en fais? Ça m'intéresse pas. Et donc, ils vont juste revendre, revendre, revendre. Au final, les avantages physiques deviennent juste de la spéculation à qui va le revendre le plus cher. Et la personne qui voulait vraiment l'acheter, elle n'a pas les compétences techniques pour être la première à l'acheter. C'est ça qui se passe. Donc Ok, au final, l'idée est bonne. L'exécution fait qu'on n'est pas sur un marché assez mature sur lequel il y a assez de monde qui veut ça. Et donc ceux qui le veulent vont pas réussir à l'avoir du fait qu'il va y avoir de la vampirisation par d'autres personnes qui vont aller les récupérer avant. ok, C'est pareil que tout. Si on est sur un marché spéculatif, si derrière on me dit j'ai un avantage physique à acheter ce NFT et je peux le récupérer, ben, est-ce que je peux pas mettre mon script dessus pour aller l'acheter avant celui qui l'intéresse et lui revendre 10 fois plus cher? Si je peux le faire, je le fais. Et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc forcément, c'est ce qui va se passer. Et donc au final, l'avantage physique, la marque, elle se dit, ah ouais, mais en fait, ça a juste servi à qu'il y ait un intermédiaire, ils prennent sa commission. ok, ok, je comprends. Et d'ailleurs, ouais, c'est marrant que tu dis ça. Ouais, il faut que le marché soit bien organisé et équilibré. Et je m'en rappelle, après, je sais pas assez, j'ai pas regardé la chose d'assez près, mais justement, il y avait des programmes anti-robots pour avoir un marché relativement équilibré sur NBA Top Shot, en l'occurrence, que j'avais plus regardé que les autres. Donc j'imagine que les autres grandes marques avaient essayé, mais peut-être qu'elles n'étaient pas assez compétentes et qu'il y a toujours un moyen, justement, pour des personnes aussi calibrées, équipées, spécialisées, bah, par exemple comme vous et votre communauté, de quand même tirer profit de cette offre et cette demande sans jouer le jeu naturel de l'offre et de la demande, mais pour... Hein. Il y a eu beaucoup de grandes marques, même il y a eu des grandes marques qui se sont fait hacker. On a eu le cas de Gucci qui s'était fait hacker son Discord. Gucci, on est sur une grande marque. Le Discord qui a envoyé vers un Discord scam avec des faux liens. Et il y en a une tonne parce que forcément, la technologie est pas mature, donc trouver des personnes qui vont gérer la sécurité, c'est extrêmement difficile. De l'autre côté, les gens qui veulent casser les sécurités, il y en a beaucoup. Euh, on n'est pas sur un marché Web 2 où on a l'habitude, où on connaît la sécurité, on sait ce qu'il y a installé, on sait ce qu'il y a en face. Vu que tout est nouveau, c'est extrêmement difficile. Il y a même des sociétés là-dedans qui se spécialisent dans les robots, enfin, sur des robots particuliers pour avoir des accès et tout ça. Enfin, la sécurité n'est pas là pour faire ce genre de choses. Très bien. Un des points importants d'évolution que vous avez cité lorsqu'on préparait ce live, c'était les inscriptions ordinals. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste et pourquoi c'est une nouveauté importante? Les inscriptions ordinales, donc c'est ce que je disais par rapport aux NFT sur Bitcoin, euh, ça permet de créer des NFT sur toutes les blockchains et plus uniquement sur celles qui proposent des smart contracts. Donc ça veut dire qu'on va attaquer, c'est principalement pour Bitcoin, du coup c'est intéressant, parce que, encore une fois, comme on disait au début, les NFT c'est un statut, avoir du Bitcoin c'est un statut, avoir un NFT sur Bitcoin c'est le plus haut des statuts. On va pouvoir avoir un changement de statut en se disant que des personnes qui sont très techniques, qui aiment la technique, qui aiment le Bitcoin, qui aiment les libertés, posséder un Bitcoin, bon, c'est un token, c'est une pièce, c'est pas forcément pas incroyable. Posséder un NFT, c'est-à-dire je possède de l'art sur la blockchain principale, je possède
Je montre que j'aime la technologie, j'aime le Bitcoin, j'aime la liberté, et c'est cette représentation-là qui se passe en fait. Et donc c'est pour ça que ça a un intérêt fort, c'est par rapport au fait que bah, du coup on va montrer un nouveau statut sur la blockchain prépondérante. Très bien. Alors justement, le Bitcoin est sur ses plus hauts historiques. On parle de deux secteurs différents mais tout de même liés, Bitcoin et NFT, enfin crypto et NFT. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire ce Bitcoin à 51, 52 000 dollars? Pour le coup, ça paraît paradoxal, mais on regarde pas spécialement les cours de la crypto et c'est pas ce qui m'intéresse particulièrement. Si ça monte, tant mieux, parce que forcément, quand on va acheter et revendre, ben, ça va être dans la crypto. Si c'est des inscriptions ordinales, ce sera sur Bitcoin. Si c'est des NFT sur Ether, ce sera de l'Ether. Donc, quand on va faire nos flips, on va gagner de la crypto. Je m'intéresse pas particulièrement au marché de la crypto derrière, en fait. Je vais juste cumuler la crypto que je récupère. J'imagine que c'est toujours pareil. En général, c'est un niveau 2. Les NFT, c'est un niveau 2. Si la crypto monte, les gens vont s'intéresser à la crypto. Quand la crypto est montée puis s'est stabilisée, les gens vont s'ennuyer, ils vont s'intéresser aux NFT. Donc, on sait généralement que si on a un bull run de la crypto, le bull run NFT peut arriver après, une fois que la crypto s'est stabilisée, en fait. Les NFT n'aiment pas la volatilité. Dès qu'il y a beaucoup de volatilité, dès qu'il y a un cours qui augmente beaucoup, on a forcément les NFT qui vont chuter en valeur pour s'aligner avec le cours du dollar. Ah Donc, on ouais? est sur un niveau 2, Pourquoi? en fait. Parce que c'est assez cohérent. Imaginons, j'achète un NFT à un Bitcoin. Je vois le Bitcoin qui explose en valeur. Donc du coup, est-ce que mon NFT explose en valeur aussi ou est-ce que mon NFT conserve sa valeur en dollars? Alors, La réponse est que en général, le NFT va conserver sa valeur en ouais, dollars. Donc exactement, oui. le NFT va chuter, entre guillemets, mais pour conserver sa valeur en dollars. Parce que du coup, on préfère, bah, forcément, d'un côté c'est liquide, de l'autre c'est pas liquide. On préfère avoir quelque chose de liquide qui monte plutôt que d'avoir quelque chose de liquide sur lequel on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je comprends. Alors, vous aviez parlé également du rôle des VC, et d'ailleurs ça a été reproché, ça je crois de manière générale, depuis plusieurs mois maintenant, et en gros pendant le bear market, sur plutôt les altcoins et également donc sur les NFT, le rôle des VC et ben, on va dire leur priorité par rapport à l'intérêt du grand public, et sauf qu'au bout d'un moment, bah, le grand public est dégoûté et ne participe même plus au jeu. Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle des VC dans l'univers Web3, crypto, ces derniers mois? Voilà. Ils ont toujours autant un grand rôle. C'est toujours eux qui sont présents pour les lancements des tokens et ils sont toujours nécessaires puisque les projets ont quand même besoin de lever de l'argent, donc ils ont forcément besoin des VC. La seule grande différence, c'est que les VC ont commencé à s'intéresser aux NFT, ils ont commencé à acheter beaucoup de NFT. Il y a eu des cours qui sont montés très très haut sur certains NFT justement à cause d'achat ou grâce à l'achat de VC. Aujourd'hui, les VC n'ont pas la même vision court-termiste, aussi court-termiste que des spéculateurs. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui se sont brûlés en gardant un peu trop longtemps leur NFT. Les cours ont chuté. On a eu notamment Free Rose Capital, qui était l'un des plus connus, qui avait acheté énormément de NFT et qui a fait faillite. Aujourd'hui, tout est revendu chez Sotheby's. C'est plutôt ironique. Et au final, les VC repassent du milieu de la crypto et ont arrêté de passer côté NFT. Je pense que c'est toujours pareil. Dès que ça reviendra, dès qu'il y aura un peu plus d'intérêt pour les NFT, on reverra les VC côté NFT. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Les VC permettent de faire monter les cours, donc c'est pas non plus mauvais. Mais il faut simplement acheter avant eux, quoi. C'est ce qui est compliqué, particulièrement en crypto. Je pense que ça peut être utile pour certains de nos auditeurs de préciser le rôle des VC. De manière générale, c'est les ventures capitalistes, c'est ceux qui amènent de l'argent au tout début d'un projet, donc quand le projet est naissant, totalement illiquide, en vue, bah, avec des conditions ultra avantageuses, puisque finalement c'est eux qui permettent la naissance souvent du projet, en vue ensuite de sortir avec un bénéfice substantiel au moment où bah, le tout deviendra plus liquide. Est-ce que c'est bien résumé? Est-ce que vous les définiriez autrement, les ventures capitalistes? Ventures Non, capitalistes. pour le coup, c'est ça, c'est Non, vraiment c'est rien. ça. J'ajouterais juste que je pense, il me semble qu'en français, c'est capital risque, le terme officiel. Ok, très bien. Alors moi je Après, suis pas spécialiste, hein, je connais ces termes, mais du coup Hmm. j'attends plus que vous me précisiez certaines choses éventuellement. Mais voilà, capital risque effectivement en français. il y a juste une société qui s'est démarquée qui s'appelle Animoca, qui, elle, veut investir dans quasiment tous les jeux développés en Web3, mais vraiment tous, tous, tous. C'est la stratégie VC assez standard, c'est de dire je vais investir partout.
j'ai beaucoup de budget, je vais investir partout. S'il y en a un dans le lot qui fait x100, ça me rembourse les investissements de tous ceux qui ont raté. Et on va faire que ça, on va arroser, arroser, arroser jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Mais au final, il y en a très très peu. Il y a quasiment que eux dans le marché qui font ça. Ok. En tout cas, dans Est-ce, le marché NFT. est-ce que vous voyez des points importants dont on n'aurait pas parlé et que vous souhaiteriez évoquer pour aiguiller nos auditeurs vers ce qui se passe et ce qui se passera dans le monde des NFT? En tout cas, ouais, ce qui se passe, clairement, c'est qu'on a changé de paradigme. Avant, c'était les NFT avec le marketing. On va essayer de faire le plus de pubs. On va essayer d'amener le grand public parce que c'est le grand public qui va permettre de faire de l'argent. C'est grâce au grand public que tout va se démocratiser. Changement total. Aujourd'hui, c'est non. Les NFT, c'est un marché de niche. Les NFT, c'est un marché technique. On est là pour faire le plus d'innovation. Créons le plus d'innovation. Et on verra plus tard quand on pourra amener le grand public, quand il y aura cette innovation. Mais aujourd'hui, le but du jeu est celui qui va gagner le plus, c'est celui qui va créer ou récupérer ou capter et revendre le plus vite cette innovation. Donc on a vraiment changé de jeu là-dedans. Donc si vous voulez vous en sortir au final, c'est est-ce que vous savez soit créer l'innovation, soit capter l'innovation et enfin, donc du coup comprendre rapidement pour pouvoir récupérer de la valeur pour la revendre très vite derrière. En tout cas, tout ce que je retire de tout le discours et la présentation, c'est surtout ne pas arriver sur ce marché la fleur au fusil. Sinon, vous êtes cuit et vous serez pas dans les meilleures dispositions pour gagner de l'argent. Enfin, a priori, si on y va sans avoir de connaissances techniques et de préparation, et qu'on va juste investir sur des projets qu'on aime, on risque quand même d'être face à de nombreux pièges potentiels. Donc, même si on aime des projets, etc., autant en amont prendre le temps de se former techniquement. Est-ce que c'est juste? Ouais, arriver en dilettante, ça marche pas. Il faut avoir des connaissances fonctionnelles, donc c'est-à-dire vraiment connaître le marché, connaître vraiment très très bien le marché et des connaissances techniques. À la limite, les connaissances techniques, c'est moins grave que les connaissances de marché, mais connaître le marché parfaitement, c'est primordial. C'est primordial pour savoir où est-ce que ça va, quelle est la direction, comment s'en sortir. En fait, c'est un marché dans lequel tu peux gagner beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais ça demande quand même de travailler et d'être assez préparé. Donc c'est pas, ça tombe clairement pas du ciel. C'est pas, tu peux pas devenir millionnaire sur un coup de tête ou sur un coup de chance. Donc il Il y en a que faut, ça monte et que ça descend très vite. Si on y va en dilettante, on peut très bien acheter quelque chose qui va tomber à zéro, j'ai envie de dire le lendemain, mais en fait non, 2 heures après. ouais, même parfois moins que ça. Ok. Et de manière générale, avec votre communauté, je pense que vous avez accompagné plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes depuis ces 3 dernières années. Combien de temps faut-il pour se former sérieusement au secteur, en tout cas à l'approche que vous partagez à propos des NFT pour être efficace et avoir une approche efficace? Et eh bien, ensuite, combien de temps faut-il pour développer et déployer des stratégies de manière efficace? Alors juste une précision, on n'a pas accompagné plusieurs milliers de personnes. Alors de manière gratuite sur YouTube, oui, on a des milliers d'abonnés et on a des centaines de milliers de vues, oui. Mais après des gens qui nous ont rejoint dans notre communauté privée, non, je dirais enfin quelques dizaines, pas mal de dizaines, mais ça reste un nombre restreint parce que ça demande pas mal d'efforts, d'investissement, de temps. Donc c'est les gens qui sont vraiment les plus motivés qui nous ont rejoints dans la communauté privée. Mais combien de temps ça prend pour se former? Ah bah je vais essayer de répondre Fabien là-dessus sur la partie. Combien de temps ça prend? En fait, généralement, ceux qui nous ont déjà rejoints ont déjà regardé les vidéos, parce qu'on déjà on fait des vidéos quotidiennes sur le marché, donc déjà, en général, ils ont quand même une bonne petite, ils ont déjà une base de connaissances métier qui est là. Et après, le but justement d'avoir un Discord privé, c'est que moi, je vais aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire que je vais les sélectionner à l'avance ce qui est intéressant, je vais leur dire, je vais les aiguiller par rapport à ce qui est intéressant, et je vais les aiguiller également du côté technique en fournissant l'ensemble des scripts. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir accélérer justement la partie fonctionnelle et technique. Et donc, du coup, à partir de là, normalement, avec 1, 2 heures par jour, ça suffit largement pour s'en sortir. Juste quand il dit script, il veut dire des robots, des codes informatiques que lui développe et qu'ensuite on partage aux collègues du Discord et enfin, avec des tutos pour qu'ils puissent l'utiliser directement. Ils n'ont pas à les développer, bien évidemment, donc c'est ça l'intérêt. Très bien. Et combien ça coûte en fait ce Discord privé? Voilà. Alors,
En ce moment, bon, évidemment, ça a changé au cours du temps, mais pour intégrer le Discord privé, pour 6 mois d'abonnement, pour rejoindre le Discord pendant 6 mois, ce qui intègre aussi tous les outils, les robots qu'on développe et une formation complète sur les NFT, c'est 300 € par mois hors taxe pendant 6 mois. Très bien, c'est très clair. C'est bon pour moi, je voudrais simplement vous demander, est-ce qu'il y a une action ou un ETF qu'on peut suivre et qui donnerait éventuellement le pouls de ce marché? Je sais pas, par exemple, sur les cryptos, on peut avoir des actions comme Coinbase ou MicroStrategy. Est-ce que ça existe par rapport au monde des NFT, des actions relatives à cet environnement ou pas du tout? Il y en avait avant, il y avait l'action métaverse, ce genre de choses. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui, c'est beaucoup trop varié, ça va dans beaucoup trop de directions et ça va beaucoup trop vite pour avoir un ETF qui suit tout ça. C'est devenu impossible. Mais un moyen de suivre le marché, c'est de suivre la chaîne au final, de regarder ce qu'on fait tous les jours. Excellent. Tiens, dernière chose un peu externe cette fois, le buzz des derniers jours, dernières semaines, là, c'est les casques de réalité mixte. Le Apple Vision, le Meta Quest 3 de Meta. Est-ce que c'est des environnements qui peuvent être propices justement à ce type d'innovation? Meta avait d'ailleurs changé son nom et c'était beaucoup tourné vers le métavers. Ça avait un peu réfréné, mais ça semble quand même. On se dirige vers quelque chose de la sorte. Là, c'est une sorte de monde virtuel, mais en l'occurrence réalité mixte. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors oui, mais justement, ça représente bien la NFT au final. C'est un marché de niche, avec de l'innovation, avec des gens qui cherchent de l'innovation, avec des gens qui aiment la tech et qui veulent cette tech. Donc eux, oui, en fait, le public qui va chercher du casque de réalité virtuelle, c'est du public qui va chercher des NFT, c'est le même. Parce que justement, c'est pas le grand public, c'est du public de niche qui aime la tech. On a les mêmes en fait. Donc si vous voulez une idée du public qui va chercher des NFT, ben, c'est celui-là, c'est exactement celui-là. Excellent. Merci pour votre temps, pour vos précisions. Votre expertise est précieuse. J'invite nos auditeurs à s'abonner à votre chaîne. C'est la première démarche, elle est gratuite et vous aurez une information de qualité, intelligente, à propos de ce secteur innovant. Et d'ailleurs, toute l'information qui est délivrée peut servir bien au-delà du milieu précis des NFT. La méthodologie, la manière de faire et les informations délivrées par Fabien et David vous seront utiles en manière de finance de marché. Leurs connaissances sont significatives. Au-delà de ça, bien, n'hésitez pas à vous plonger au cœur de cette jungle avec des experts qui sont chevronnés et qui savent ce qu'ils font. Ça se passe via leur Discord privé. Merci pour votre temps et je vous dis à bientôt. Merci Fabien, à la prochaine. Merci, à bientôt. Bye.